Bonjour, je vais vous présenter Oswald Mosley et la British Union of Fascists. Donc au début du XXe siècle, le monde est marqué par de nombreuses crises, comme la Grande Guerre ou encore le krach boursier de 1929, qui engendra une grande vague de pauvreté, notamment ouvrière, et de chômage qui touchera plus ou moins fortement les pays européens. C'est le cas par exemple de l'Allemagne, de la France ou de l'Italie. La vie politique britannique, elle, est marquée par un grand mécontentement ouvrier et de nombreux échecs gouvernementaux des deux partis les plus importants, les conservateurs et les travaillistes, ce qui causa une grève générale en 1926. Comme théorisa l'historien britannique Eric Hobsbawm, ce contexte créa l'ère des idéologies, dont le développement du fascisme. Au Royaume-Uni, le fascisme fut incarné par Oswald Mosley et la British Union of Fascists. Nous allons donc voir comment le fascisme fut représenté au Royaume-Uni pendant les années 1930. Dans un premier temps, nous allons en apprendre un peu plus sur Mosley et la création de la BUF. Ensuite, nous étudierons la composition et la structure de ce parti, pour enfin finir sur toutes les oppositions et le déclin progressif du fascisme britannique. Donc, Oswald Mosley et la création de la British Union of Fascists. Oswald Mosley est né le 16 novembre 1896 à Londres. Il grandit dans une famille de la gentry britannique du comté de Staffordshire. Il est éduqué par sa mère Catherine Maud Edward Heathcote et par son grand-père paternel Sir Oswald Mosley. Il est également un arrière-cousin de la reine Elisabeth. Le 1er octobre 1914, seulement 3 mois après le début de la Première Guerre mondiale, il est nommé sous-lieutenant de cavalerie au 16e régiment des Lanciers de la Reine, régiment qui avait déjà participé à des conflits tels que la bataille de Waterloo ou la guerre d'indépendance espagnole. En 1915, Mosley se brise la jambe lors d'un atterrissage, et même s'il n'est pas totalement guéri, il est renvoyé au front dans les tranchées françaises. Il est rappelé au Royaume-Uni pour se faire opérer. Et de 1916 jusqu'à la fin de la guerre, il travaille dans un bureau au ministère des Affaires étrangères, très fréquenté par la haute société. Il bénéficie d'une réputation de séducteur et épouse Diana Mitford en 1936 chez Goebbels, en présence d'Hitler. En 1918, il se présente et est élu membre du Parlement dans le camp des conservateurs et devient donc le plus jeune membre de la Chambre des communes défendant la cause des anciens combattants et des ouvriers d'usine. Le 3 novembre 1920, déçu par le Parti conservateur, il le quitte et s'installe en tant qu'indépendant. En mars 1924, il rejoint le Parti travailliste, mais en 1930, son programme, le Mosley Memorandum, est refusé par le parti. Il décide donc de créer son propre mouvement, le New Party, le 28 février 1931, et est donc exclu du Labour en mars à cause de cela. Avec le New Party, Mosley appelle à un nouveau gouvernement capable d'agir. Parmi les personnalités connues qui rejoignent le parti, nous retrouvons les travaillistes en rupture, comme Vaughan Phillips, qui deviendra par la suite communiste, le capitaine de l'équipe nationale de rugby Peter Howard, ou encore des écrivains tels que Peter Cheney, qui écrira la série de romans Lemmy Caution. Afin de consolider son parti, Mosley entretient des discussions privées avec Lloyd George et Winston Churchill au sujet d'une opposition nationale contre le gouvernement travailliste en activité. Malheureusement, même s'il représente une sérieuse menace pour le gouvernement, le parti se déchire de l'intérieur. Ce déchirement se ressentira, d'où l'échec total du parti aux élections générales du 21 octobre 1931, qui mit une claque à Mosley qui basculera de plus en plus vers le fascisme. À cause de ce virage, il perdra beaucoup d'adhérents. En janvier 1932, invité pour une parade fasciste, Mosley va à la rencontre de Mussolini à Rome. Il est grandement inspiré par ce modèle italien, beaucoup plus que par le modèle allemand, et il crée donc, le 1er octobre 1932, l'Union des fascistes britanniques, ou The British Union of Fascists. Pour ce nouveau parti, Oswald Mosley est fortement inspiré et appuyé par Mussolini. Deux textes écrits par lui feront partie intégrante de la fondation du parti. Le Mosley Manifeste, paru en 1931 avant la création de la BUF, où il y préconise la formation d'un super gouvernement composé de 5 ministres ne disposant d'aucun portefeuille mais détenant les pleins pouvoirs pour contrer la crise économique. Et un livre, The Greater Britain, publié en 1932 où plusieurs points sont abordés. De 1. L'autarcie impériale, donc le pays doit pouvoir subvenir à ses propres besoins pour limiter à l'avenir les risques de crise économique, comme celle de 1929. Ensuite, la priorité serait donnée aux investissements nationaux afin que l'effort des citoyens britanniques frappés par les crises soit reconnu à sa juste valeur. Et enfin, le remplacement des élites politiques qualifiées de old gang, incapables de résoudre la crise par un État autoritaire. Nous allons donc maintenant étudier la composition et la structure de ce parti.
Donc une fois créé, ce parti reçoit beaucoup de soutien qui vont l'aider aussi bien économiquement que stratégiquement. En effet, le plus gros soutien politique de la BUF est Benito Mussolini, qui est déjà une grande figure du fascisme, ce qui renforce la crédibilité du parti. De plus, des rumeurs parlent d'un don de 100 000 livres de Mussolini vers Mosley. Ensuite, des députés insatisfaits des partis conservateurs et travaillistes apportent leur soutien. Par exemple, Lord Rothermere, qui va être d'une aide stratégique car il est propriétaire du Daily Mail. En janvier 1934, il publie un article, Hurrah for the Black Shirts, qui fait connaître le parti à un plus large public. La BUF réussit aussi à convaincre Olivier Baldwin, le fils de Stanley Baldwin, premier ministre conservateur en activité de 1935 à 1937, et également des banquiers et des financiers, tels que Sir William Morris, qui fera un don de 50 000 livres au parti. Enfin, aussi étonnant que cela puisse paraître, trois anciennes suffragettes de la Women's Social and Political Union rejoignent le parti. Donc Marie-Sophia Allen, Nora Elam et Mary Richardson. Au niveau des adhérents, nous retrouvons des membres de la petite bourgeoisie, des jeunes, des ouvriers souvent au chômage, mais également beaucoup de marginaux et de sous-prolétaires. Malheureusement, en dehors de l'univers londonien, le parti reçoit très peu de soutien. Donc, qui dit parti autoritaire dit parti hiérarchisé. Il est divisé en régions, branches, groupes et sous-groupes, mais je n'ai pu trouver aucune information plus développée sur cette hiérarchie. Les inspecteurs nationaux, eux, se chargent d'assurer la discipline à l'intérieur du parti. Oswald Mosley et tous les hauts dignitaires du parti se retrouvent au Political Organization, situé à la Black House de Chelsea, où le pouvoir est centralisé. Le parti a aussi ses organes de presse, Black Shirt et Action, et une milice, Black Shirts ou les chemises noires, en partie rémunérée par le parti. Donc maintenant nous allons voir l'opposition et le déclin progressif de la British Union of Fascists. Donc la British Union of Fascists a subi très tôt une forte opposition, notamment à cause de ses actes. En effet, les Black Shirts mènent de nombreuses actions violentes, comme en 1934, lorsqu'ils commencent à attaquer des magasins tenus essentiellement par des personnes juives. L'organisation de nombreux discours, les longues marches en uniforme militaire et la mise en place du culte du chef Mosley provoquent une forte opposition de la population londonienne. De plus, le parti sera divisé en son sein en deux idéologies distinctes. D'une partie, les fascistes doctrinaires, représentés par William Joyce, John Beckett, Arthur Kenneth Chesterton et Alexander Raven Thompson, qui veulent défendre une ligne dure centrée sur l'antisémitisme. Et d'une autre partie, les fascistes organisationnels, représentés par Fuller et Box, préférant réduire démagogie, violence et racisme pour recruter des sympathisants plus respectables et s'insérer dans un processus électoral. Toutes ces oppositions sont dues à la radicalisation progressive de Mosley. De plus en plus marqué par l'antisémitisme, le parti perd de plus en plus de partisans et d'adhérents importants, comme Lord Rothermere, propriétaire du Daily Mail, ce qui tend à diminuer la visibilité du parti. Mosley se rapproche de plus en plus du modèle hitlérien, mais le 4 octobre 1936, lors de la bataille de Cable Street, 7000 Black Shirts se retrouvent face à 100 000 militants antifascistes, ce qui forcera Mosley à annuler le défi. Pour enfoncer le clou, le gouvernement vote le 18 décembre 1936 le Public Order Act, qui interdit toute parade et manifestation troublant l'ordre public. C'est une loi essentiellement visée contre la British Union of Fascists. Ensuite, un des facteurs uniquement britanniques qui empêche l'évolution de ce parti est l'absence d'une menace communiste, ce qui décrédibilise Mosley avec son péril rouge. À partir de là, le parti connaît échec sur échec. Aux élections du London County Council de novembre 1937, la BUF perd 48 sièges et n'obtient ensuite que 2000 votes pour les candidats du parti fasciste aux élections municipales de 1938. La British Union of Fascists est finalement interdite en juin 1940 après l'arrestation de ses principaux leaders, dont Oswald Mosley, en mai 1940. Donc en conclusion, le passage fasciste au Royaume-Uni fut très rapide, seulement 8 ans, et la BUF n'a pu accéder au pouvoir. Le parti n'a jamais réussi à convaincre le pays. Le manque de réelles menaces communistes et la mauvaise gestion interne a fait couler rapidement le parti malgré les aides de deux dictateurs extrêmement influents, Hitler et Mussolini. Durant la Seconde Guerre mondiale, le parti tiendra une idéologie pacifiste et s'affichera aux côtés de Winston Churchill. Mosley sera libéré le 23 novembre 1943 pour raison de santé. Il continuera de se montrer politiquement et de soutenir le néofascisme, notamment l'Espagne franquiste. Malheureusement atteint de la maladie de Parkinson, il s'éteindra le 3 décembre 1980 à Orsay,
à l'âge de 84 ans. Merci pour votre écoute.